Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose qu'on commence cette table ronde et puis, si on a quelques spectateurs qui nous rejoignent, ça ne sera que mieux. Donc, je suis Cécile Chodlowski-Pera. Je dirige l'association Occitanie Livre et Lecture, qui est partenaire du musée Narbovia et des éditions du Cabardès pour cette table ronde et plus largement pour l'exposition temporaire que vous avez peut-être déjà découverte ou que vous découvrirez juste après. Occitanie Livre et Lecture, c'est une association qu'on ne connaît pas souvent quand on est comme vous des spectateurs ou des lecteurs, puisque c'est une association qui œuvre un petit peu en coulisses pour travailler avec les auteurs, les éditeurs, les bibliothèques, les libraires, tous les gens qui aiment et font vivre le livre. Et de temps en temps, nous travaillons à des passerelles avec le cinéma, le théâtre, aujourd'hui un musée, pour montrer que le livre dialogue avec les autres arts, et donc on en est très heureux. Donc au nom de Valérie Broussel et de toute l'équipe de Narbovia, je vous souhaite la bienvenue pour cette table ronde, et nous allons commencer donc ce moment d'échange avec trois intervenants qui sont à mes côtés, que je suis très heureuse de retrouver pour ce moment. Je commence par l'éditrice, Monique Sievra. Les éditions du Cabardès sont des complices d'Occitanie Livre et Lecture de longue date. Une maison d'édition donc, que vous connaissez certainement, que vous pourrez d'ailleurs découvrir un petit peu plus largement tout à l'heure en regardant les livres. Fondée en 2006 par toi, Monique, et par Norbert Subra, ton époux. Vous avez dès le départ dédié la maison d'édition à la fois pour les adultes et pour la jeunesse, en faisant des livres, mais aussi des jeux, avec plusieurs lignes directrices. Tout à fait. La première, c'était l'Antiquité. La première, c'était le Moyen-Âge. Alors, je dirais que la toute première, c'est le patrimoine local et l'histoire locale. Et ensuite, effectivement, nous a dit de bien mettre le micro là. Nous avons développé des collections axées sur des périodes historiques. L'époque médiévale, l'époque antique et plus dernièrement, la Renaissance et la préhistoire. Voilà, donc si on veut vous donner quelques jalons, et puis puisqu'on ne va pas parler beaucoup de ces autres domaines sur l'histoire locale et le patrimoine, je vous renvoie à de nombreux guides sur, par exemple, le Canal du Midi, des guides mais aussi des jeux, mais aussi des romans. Exactement, pour adultes et enfants. Voilà. C'est important parce que parfois on nous catalogue en jeunesse, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est au contraire de développer une offre pour l'ensemble du public qui peut être concerné par la période historique en question. Voilà, donc on se rappelle un petit chevalier, Arturo, un petit personnage sur le canal, Julot, mais aussi Ainsi vont les étangs, ainsi vont le canal, un très joli roman de Yvan Figon. Donc voilà, aujourd'hui on va parler plutôt de la ligne Antiquité et en particulier de tous ces livres et évidemment notamment au temps des Gallo-Romains. Avant de poursuivre à ma droite, juste dire que depuis le mois d'octobre, la maison d'édition a été cédée. Et donc, c'est Nathalie Defer qui est avec nous aujourd'hui et qu'on est heureuse de saluer, qui a repris et qui va poursuivre la ligne directrice de ces éditions du Cabardès. Et qui est donc la nouvelle éditrice. Voilà, qui est tout à fait la directrice et la nouvelle éditrice de la maison. Michel Picmal, tout à ma droite, auteur tout à fait reconnu depuis de nombreuses années, qui a écrit plus de 200 titres, donc vous devez en avoir lu ou lu à vos enfants. Michel, tu habites à Béziers et donc ces livres enchantent les jeunes et les adolescents de plus d'une douzaine de pays. Tu as eu de très nombreux prix. On va citer notamment le Grand Prix du livre jeunesse, le Jobard, la Boîte à cauchemars, le Prix des Incorruptibles, le Grand Prix de la presse, etc. L'idée, c'est vraiment de partager avec petits ou adolescents des trésors d'histoire, des trésors d'humanité aussi, puisque tu publies des ouvrages de philo-jeunesse, les philo-fables. Oui. Bon, en fait, moi, à l'origine, je suis maître d'école. Et je crois que maître d'école, on l'est. Maître d'école, on le reste à vie. J'ai toujours, quand je fais de l'édition, quand je fais soit en tant qu'auteur, soit même en tant qu'éditeur, parce que j'ai été aussi éditeur, il y a toujours cette idée de partager, comme un maître d'école partage des connaissances. Moi, je pense que on est détenteur d'un savoir. J'ai passé ma vie à étudier, et je crois que c'est important après ce qu'on
appris, de le retransmettre. Moi, je suis vraiment de la vieille école, c'est-à-dire que je pense que le maître est détenteur d'un savoir. Je suis pas du tout d'accord avec les pédagogies modernes qui semblent dire que l'enfant sait tout et que le maître ne sait rien, quoi. Vous savez, c'est les dernières lubies en date. Et donc, moi, j'ai passé ma vie à étudier, à essayer de redonner un peu ce que j'ai étudié. Et c'est vrai que j'ai une passion pour l'histoire. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de livres pour essayer de partager des choses avec les enfants ou même des fois avec les adultes sur des domaines historiques. Donc la transmission avant tout. Justement, les adultes, je voulais citer par exemple Le Cri du Poisson Rouge chez Eden, des nouvelles et d'autres textes variés. Parmi les derniers ouvrages que tu as publiés, donc Rue du Monde, qui est un très bel éditeur national, tu as publié Le Courage de Nao, mais également Et si demain le retour, Mon miel, ma douceur chez Didier Jeunesse, ce fameux Autant des Gallo-Romains en 2018 dont nous allons parler, et puis 2 ouvrages que tu as menés parce qu'ils sont tout récents, Le Trésor des Poilus, sur la guerre de 14, la découverte d'un trésor archéologique, puisque je perds pas quand même de vue l'archéologie, la préhistoire, le monde gallo-romain, découverte d'un trésor archéologique par des soldats de la guerre de 14, puisqu'il s'est découvert beaucoup de trésors pendant la guerre de 14. Bon, à force de bombarder et de creuser, on finit toujours par trouver quelque chose. Les trous d'obus, les tranchées, voilà. Effectivement. Donc, j'ai inventé une fiction, mais à partir de choses qui sont bien réelles, quoi, qui se sont réellement passées. Et puis, c'est vrai que tu me faisais remarquer que, ça c'est mon dernier sur Lafayette et Bonaparte, et c'est vrai que, vu le film de Ridley Scott, qui semble être une catastrophe, ça fait un joli clin d'œil. Voilà, se repencher sur Napoléon et sur cette époque. Alors, on va terminer ce premier tour des personnes en présence par Philippe Archer, donc un dessineux, comme il dit lui-même, un illustrateur, comme on dit nous-mêmes. Est-ce qu'on dit une dessineuse pour les filles? On peut, oui. Bon, en tout cas, filles ou garçons, vous dessinez des images, Philippe, et c'est ce que tu fais depuis longtemps? Oui, depuis une 30aine d'années à peu près, oui. Alors, j'ai pas un CV aussi impressionnant que Michel. Je me rappelais pas que c'était à ce point-là. Oui, mais peut-être aussi que toi, tu as non seulement édité des ouvrages, et on va voir tout de suite celui-ci qui est illustré, mais tu travailles aussi avec des studios d'animation pour des storyboards. Oui, c'est un peu ce que je faisais ma vie d'avant, quoi. Voilà, donc pendant que tu faisais ces films, tu pouvais pas éditer des livres. Voilà, exactement. Des fois, c'est un peu l'un ou l'autre. Mais oui, pour le coup, j'ai pas fait 200 livres, mais une centaine de storyboards. Voilà. Sur du jeu vidéo, tu peux être animateur, décorateur, réalisateur. Donc ça, je le dis aussi parce que on a des jeunes gens avec nous et que souvent, ce sont des métiers qui vous intriguent. Vous vous demandez comment on peut devenir comme ça. Vous pourrez échanger avec Philippe sur ce domaine. Donc, tu es aussi l'illustrateur de cet ouvrage « Les mots de l'Antiquité », paru aux éditions du Cabardès, un essai tout public. Autant des Gallo-Romains dont on va parler tout de suite. Dinosaures et autres animaux préhistoriques chez Milan. La préhistoire des hommes, là aussi chez Milan. Et puis le tout dernier sur À la Renaissance, aux éditions du Cabardès. Ouais. Il y en avait quelques autres aussi sur l'Antiquité. Là, ils avaient 10 ans au temps des Gallo-Romains, avec Monsieur Coulon. Et l'aigle de Titus aussi, qui était une couverture. Alors, on va vous le montrer, effectivement. Il est là, l'aigle de Titus. C'est Philippe qui a réalisé cette très jolie illustration. Il y avait aussi croyances et superstitions médiévales. Auteur Narbonnet. Tout à fait. Croyances et superstitions. Médiévales. Voilà. Bon, de toute façon, nous en voudrez pas, on pouvait pas être exhaustif. Oui. C'est juste pour situer que vous êtes tous les trois, des professionnels de longue date et que l'idée de transmettre justement lors de cette table ronde, c'est aussi de partager quelques secrets de fabrication et de création avec vous. Peut-être s'arrêter d'abord sur votre métier, puisque on vient globalement d'expliquer ce que vous avez fait, mais comment le faites-vous ? Peut-être je me tourne vers toi, Michel, en premier lieu. Ce collier de l'empereur, donc le livre que vous avez là, qui est publié donc aux éditions du Cabardès.
est-ce que tu peux nous résumer ton métier et comment tu l'as exercé à travers ce roman ? Alors bon, ça vient toujours souvent ça vient de choses réelles, souvent, de quelque chose. J'ai l'impression d'attraper un fil quand j'écris un roman, tu vois. J'ai lu quelque chose dans un article et j'attrape un fil et après c'est un peu comme si on tirait le fil et que bon notre inconscient se met en marche et on finit par inventer une histoire. Bon, pour celui-là, ça a été un peu différent. C'était une volonté de me faire enfermer au musée d'Arles, le musée d'Arles antique, et d'y passer une nuit pour écrire un livre. Donc voilà. Et l'idée, c'était aussi de partir à l'intérieur du musée d'un objet qui allait m'inspirer. Là, en l'occurrence, c'est un très beau collier. Donc, je suppose qu'il avait été offert par quand même quelqu'un d'extrêmement prestigieux, puisqu'il est dans ce musée. Et vraiment, c'est un collier de très grand prix. Et c'est à partir de ce collier que j'ai inventé l'histoire du collier et que j'ai raccroché à des enfants, que j'ai raccroché à un complot contre la venue de l'empereur à Arles, puisqu'il y a eu venue d'empereur à Arles. Voilà, donc c'est un peu, je te dis, comme un fil que j'attrape et puis que je vais suivre. Bon, là, j'ai voulu faire un petit roman policier parce que je savais que bon, on peut écrire un roman policier en une nuit, c'est jouable, quoi. Hein. Et je l'ai refait ici, au musée d'Arbovia, récemment, puisque c'est il y a 3 semaines, un mois, pareil, le musée m'a autorisé à être tout seul une nuit et essayer de trouver une idée pour écrire, voilà. Et là, je me suis inspiré, je ne sais pas si vous avez, ceux qui ont visité, il y a un bas-relief en 3 morceaux qui représente une course de chars. Il y a aussi une tombe d'enfant qui m'a beaucoup marqué. Il y a une tombe d'enfant. Et puis, il y a des jeux, il y a des dés. Et voilà, c'est un peu ces 3 éléments qui m'ont permis de raconter une histoire, quoi. Donc là, vous avez de la chance parce qu'effectivement, j'allais amener Michel vers cette nuit passée à Narbovia, mais tu viens de l'évoquer de toi-même et c'est formidable parce qu'on a la chance de savoir ce qu'il a commencé à coucher sur le papier parce que pour l'instant, c'est un texte inédit. Qu'est-ce que ça fait d'être tout seul dans un musée comme ça ? Tu as eu peur ? Tu as trouvé le temps long ? Non, alors sincèrement, moi, d'abord c'est un rêve, c'est un désir, quoi. J'ai toujours aimé être vraiment en proximité avec les objets. Des fois, je trouve quand on visite un musée, on manque un peu de place, vous voyez. Récemment, je suis allé visiter la grande expo qu'il y a eu sur l'Égypte à Paris. C'était une catastrophe. C'est-à-dire, on peut pas s'approcher des vitrines. Il y a 10 personnes devant qui sont en train de prendre des photos. On a du mal à être en résonance avec les objets quand il y a comme ça beaucoup de monde et qu'on peut pas les toucher, qu'on peut pas non plus être voilà. Donc il y a quand même cette part, une volonté de vouloir être tout seul avec le musée. J'en avais discuté, je me rappelle, avec Jean-Claude Carrière, qui était un ami et qui avait fait la même chose à Madrid avec les Goya. Il m'avait dit, mon rêve, c'était de passer du temps tout seul dans le musée de Madrid avec les Goya. Et je peux comprendre cette volonté de proximité immédiate, quoi. Je crois que ça, émotionnellement, c'est quelque chose de plus fort que quand il y a 50 000 personnes autour. Bon, on n'y peut rien, hein, c'est un peu normal. Je ne veux pas dire que les gens n'ont pas le droit de visiter les musées, mais c'est bien d'avoir un temps de... Des fois, je me rappelle aussi... j'aime bien rester jusqu'au moment où ça va fermer le musée, vous savez, et où là, des fois, on peut avoir des moments précieux. Je m'étais trouvé avec les Vermeer à Amsterdam tout seul, parce que le bonhomme disait, allez, on va fermer, dans 5 minutes, on ferme. Mais bon, on a la chance d'être avec les Vermeer pendant quelques minutes, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette... Mais après, j'ai pas peur, non. Je sais pas, vous avez peur, vous, dans un musée? Non, hein, je crois. Non, même les plus jeunes font non. Monique, justement, ce travail autour du collier de l'empereur et cette aventure nocturne, tu avais déjà pris la décision de publier le roman. C'est toi qui avais initié cet enfermement. Comment ça s'est passé ? Ah non, pas du tout. C'est mon ami Michel Picmal qui a proposé ce texte. Mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à la manière dont nous fonctionnons, puisque habituellement, l'éditeur que nous sommes, les éditeurs que nous sommes, constituons un catalogue et essayons d'élaborer ce catalogue en fonction de ce que nous avons à proposer à la clientèle. Et là, Michel a suggéré
que nous éditions ce roman. Et bien sûr, c'était une opportunité que nous avons saisie. À la fois le plaisir d'avoir ce texte sur une période que nous étions en train de développer, et puis d'éditer Michel Picmal. Ouais. Et puis à la fin, il y avait l'idée aussi de dessiner les objets du musée pour il y ait un parcours possible à l'intérieur du musée où les enfants allaient retrouver les personnages et les objets qui avaient servi à inventer l'histoire. Philippe, derrière ces mots de l'Antiquité, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, résumer le métier à travers ce que tu as fait sur cet ouvrage? Déjà, moi, c'est vrai que je fais des images, mais c'est des images qui sont, on va dire, un peu contraintes. C'est-à-dire, je pars d'un texte. Sans texte, j'ai pas d'image. Donc le texte, il va m'inspirer des images, il va m'amener des images qui vont se faire un peu dans ma tête, et un peu des fois mon but c'est d'essayer de les retranscrire le plus fidèlement possible dans ces images qui se forment. Après, le travail moi je fais beaucoup de crayonné, j'attaque pas direct le final, et comme c'est un travail de commande très souvent, j'ai besoin d'avoir une validation à chaque étape, quoi. Voilà. Et après, on passe à un travail plus final. Avec ce cheval de Troie. Oui, c'est ça, c'est le cheval de Troie. Bon, on en a plein des représentations du cheval de Troie. Moi, ce qui m'avait un peu amusé dans cette histoire, c'est qu'ils avaient détruit leur portail pour le faire rentrer. Donc ça, j'ai essayé de le mettre devant. Puis cette espèce de cheval énorme fait avec plein de petits bouts de bois, je trouvais que c'était très graphique. Et voilà, j'avais essayé d'aller chercher quelque chose par là, dans ce genre-là. La particularité de ce livre, c'est que la demande était que Philippe travaille en noir et blanc. Oui, en noir et blanc, oui. Donc là, c'est un travail qui, évidemment, va chercher le graphisme. Oui, tout à fait, oui. Donc le cheval de Troie s'y prêtait bien, hein, avec toutes ces petites planches. On peut imaginer que peut-être il l'avait réellement fait comme ça, avec des petits morceaux. Alors, on va parler de l'imagination, justement, dans cette table ronde. Mais Monique, peut-être ton travail d'éditrice, là aussi, en quelques mots, sur l'Aigle de Titus, comme ça on aura balayé quelques titres avant de plonger dans le temps des Gallo-Romains. Là, c'est un livre particulier encore. C'est un livre qui existait déjà aux éditions Cédrap. Et moi qui m'intéressais parce que d'abord il se déroule dans l'Antiquité, ensuite parce qu'il parle de Narbonne, ça se déroule à Narbonne, ensuite aussi parce que c'est un autre ami, Daniel Royot, qui est auteur narbonnais, qui a écrit cet ouvrage, et puis parce qu'il n'était plus édité. Donc le travail de l'éditeur, parfois, c'est d'aller chercher des pépites comme ça et de leur donner une seconde vie. Voilà. Parce qu'effectivement, peut-être que ça vous est arrivé, on va en librairie, on dit voilà, moi j'ai vu à la bibliothèque où on m'a fait lire cet ouvrage, on me l'a cité, est-ce que vous l'avez? Donc le libraire, si c'est un livre un peu ancien, dit non, mais on va regarder. Ah, je ne peux pas vous le commander parce qu'il n'est plus édité. Plus. Oui. Et parfois, malheureusement, effectivement, les livres n'ont c'est un one shot. C'est-à-dire, ils n'ont qu'une vie. Et nous, les petits éditeurs, nous avons l'avantage de pouvoir suivre nos livres, et en fait, la maison d'édition, comme tu le disais, qui est née en 2006, publie encore des livres que nous avons sortis en 2006. Donc nous les accompagnons vraiment sur le long terme et nous travaillons ce qu'on appelle le fond. Voilà. Alors, donc avant de plonger dans ce temps des Gallo-Romains, est-ce qu'il y a des questions sur les 3 métiers, ou est-ce que vous y voyez à peu près clair sur qui fait quoi? N'hésitez pas à lever la main, que ce soit maintenant ou un peu plus tard dans la rencontre. L'idée, c'est aussi de répondre à vos envies. Moi, j'aurais envie de rajouter un peu quelque chose sur le métier d'éditeur. Vas-y. Parce que le métier d'éditeur, il y a des métiers d'éditeur en fait. Le métier d'éditeur dans une petite structure comme la nôtre n'a rien à voir du tout avec le métier d'éditeur d'une grosse maison d'édition. Ça signifie que, en fait, on est présent d'un bout à l'autre
de l'histoire du livre, depuis le catalogue qui va faire que nous décidons d'aller vers une typologie d'ouvrage, que ce soit un roman, que ce soit un livre documentaire, que ce soit un livre pour adultes ou pour jeunesse, ou pour tout petit, c'est très varié. Donc il y a d'abord l'initiation du livre. Ensuite, il y a le fait d'aller chercher les auteurs avec lesquels nous allons travailler. Alors on entend par auteur, écrivain et illustrateur. Et donc nous allons, il faut aller chercher à la fois dans les auteurs avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, mais aussi parfois en dehors, suivant leur disponibilité et les sujets. Il faut donc se tourner vers des auteurs qui seront susceptibles de faire le livre, l'ouvrage qu'on souhaite éditer. Ensuite, il y a, pour donner vraiment une idée de la richesse et de la diversité des casquettes que prend un éditeur, il y a l'accompagnement de ce livre. Parce que nous, particulièrement, nous travaillons beaucoup ensemble avec l'auteur et l'illustrateur à la conception du livre. Après, il y a le travail de fabrication, puisqu'il faut ensuite lui donner une forme. Ensuite, il y a le travail de faire connaître ce livre, une fois qu'il est paru. Comment on va faire que ce livre va exister, ne restera pas sur des étagères. Et puis, il y a enfin le travail de commercialisation. Donc, c'est vraiment quelque chose que je perçois comme extrêmement intéressant parce que riche, varié et qui amène l'éditeur que nous sommes au contact de professionnels du livre à différents moments de l'histoire de ce livre. J'ajoute pour les jeunes gens, jeunes filles qui sont dans la salle, si ce métier justement multicarte que Monique vient de décrire vous intéresse, il y a pas mal de ressources, mais notamment la région vient de publier un magazine qui s'appelle Idées métiers de la culture, et donc il y a recensé dessus toutes les formations à faire pour devenir éditeur, éditrice. Il y a des formations à Toulouse, il y a des formations à Montpellier, bien sûr ailleurs en France aussi, mais ça peut être aussi un métier intéressant. En tout cas, ce que tu viens de décrire montre bien la diversité des tâches. Je pense qu'on s'ennuie pas du tout quand on embrasse ce travail. Alors, cet album, donc, qui est derrière nous, Au temps des gallo-romains, qui est à l'origine de l'exposition et donc qui est le fruit de la collaboration de mes 3 camarades. Monique, pourquoi as-tu décidé un jour, dans cette ligne éditoriale de l'Antiquité qui existait aux éditions du Cabardès, de faire cet ouvrage? Alors, comme j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, au début, il y a le catalogue, c'est-à-dire l'offre qu'on va avoir auprès de ces revendeurs que sont les libraires. Et nous avons la particularité de travailler avec les librairies de musées. C'est-à-dire que nos livres, nos ouvrages sont présents effectivement dans les librairies classiques, mais nous avons, on va dire, 90% des débouchés de nos ouvrages se trouvent dans les librairies de musées, offices de tourisme, dans des lieux qui ont une identité forte. Châteaux, abbayes pour le Moyen-Âge. Châteaux, abbayes, etc. Donc on étudie le catalogue. Et là, on se dit, mais dans ce catalogue, sur la période antique, il y a des trous, il y a des manques. Et dans ces manques, il y avait besoin d'un livre documentaire. Alors, il existe un autre livre documentaire dans notre catalogue qui s'appelle Carilia, Lucius et Quieta, que Philippe évoquait tout à l'heure. Ils avaient 10 ans au temps des Romains, qui donc a été écrit par Gérard Coulon, mais qui est pour des enfants plus jeunes, de 7-8 ans. Et nous avions besoin d'élaborer, d'avoir dans ce catalogue un livre documentaire qui concerne les enfants de 9 à 12 ans environ. L'idée étant de réaliser un livre très très illustré, qui donne la part belle à l'illustration, et qui mettent l'enfant au cœur du livre. Michel, tu te rappelles le coup de fil de Monique qui a déclenché tout ça?
C'est surtout, c'est un challenge. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que j'étais passionné par les Gallo-Romains, bon, mais on peut être passionné sans pouvoir faire un livre sur le sujet. C'est quand même un challenge quand on vous dit, bon, ben, voilà, maintenant on va en faire un livre. Ça veut dire qu'on prétend, je dis pas tout savoir sur le sujet, mais quand même dominer de très haut le sujet. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail de documentation, même si j'avais déjà fait du travail de documentation quand j'avais écrit d'autres livres sur ces sujets-là, mais ça m'a quand même demandé beaucoup de travail, puisqu'on a découpé un peu, encore une fois, comme des instits, c'est-à-dire la vie d'un enfant, l'apparence, les maquillages, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la beauté, puis après le domaine de la mort. Enfin, on a découpé comme ça, comme il y avait avant dans les musées, vous savez, où on avait des thèmes. On va revenir aux thématiques. Voilà. Là, c'est juste le début de l'aventure. Donc, tu as ce coup de fil, tu te dis, oh là, il va falloir que je me plonge dans plein de documentation. Tu étais content ? Oui, parce que ça m'intéressait comme ça de mettre sur le papier tout ce que je savais, et puis du coup, je me disais que en le mettant sur le papier, j'allais apprendre beaucoup de choses, parce que fatalement, quand on creuse un sujet comme ça, on apprend. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je crois que mon bonheur, c'est quand même d'apprendre. Et donc faire un sujet, traiter un sujet qui va me demander d'apprendre des choses, je suis ravi. Philippe, même question, le coup de fil de départ ? Je dois avouer que je m'en souviens plus trop. D'accord. Vous travaillez problème avec Philippe, c'est qu'il est honnête. Mais est-ce que tu étais content d'illustrer ce type d'album, oui, parce que voilà. Elle m'a dit c'est avec Michel Picmal. Voilà, je me suis dit waouh. D'abord j'ai eu un peu peur, je me suis dit il doit être chiant. Mais non, pas du tout, c'est bien entendu. Bon, donc oui, du plaisir content, au départ. Plaisir, oui. Et puis je me suis dit oui, pareil, le challenge, parce que les Gallo-Romains, il faut faire des dessins, donc il va falloir être un peu crédible dans ces dessins. Surtout c'est un documentaire, donc il ne va pas falloir faire des choses anachroniques, ou il va falloir, en tout cas, je voyais là un grand moment de documentation, de recherche d'objets, de choses comme ça. Donc ça, oui, je l'ai fait. D'ailleurs, on peut montrer quelques-unes. Tout à fait. Alors Monique, pendant que Philippe nous montre le début, je vais montrer un petit peu les recherches de ce genre-là. Voilà. Alors Monique va peut-être nous parler des sources, justement, pourquoi c'est important d'avoir des sources fiables quand on fait un album documentaire. Oui, c'est très important qu'un livre documentaire ne puisse pas être critiqué, et le fait que ce livre soit une référence, même s'il s'agit des plus jeunes, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut donc que l'illustrateur, l'auteur vient de l'évoquer, l'écrivain vient de l'évoquer, mais l'illustrateur, il va avoir besoin de se tourner vers des sources qui sont des sources historiques fiables. Et si on essaie de balayer la diversité de ces sources, on va avoir bien sûr les sources archéologiques qui, elles, sous la forme d'objets, transmettent des informations. Il y a également les ouvrages qui ensuite vont permettre à l'illustrateur et à l'auteur de se nourrir. Il y a également les films documentaires. Alors c'est important de se dire que on va pas aller chercher de préférence, dans les fictions, de quoi se documenter, mais on va plutôt aller chercher dans des choses qui ont un lien fort avec l'histoire. Donc, essayer d'avoir des références qui soient les plus sûres possibles par rapport au contenu de l'ouvrage. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est qu'une fois que l'ouvrage est conçu, il est toujours vérifié et relu par un spécialiste du sujet. Je crois que c'était Gérard Coulon, de mémoire, qui avait fait la vérification, la relecture. Il faut qu'on ait cette caution. Il faut absolument qu'on n'ait pas de problème. Il faut de l'humilité par rapport à ça, effectivement, et toujours
Moi, les livres historiques, je les fais relire. Quand c'est la préhistoire, c'est notre ami Jean Guilaine qui me relie si c'est l'âge du bronze, par exemple. Coppens m'avait corrigé un autre manuscrit qui parlait plutôt de la période des Magdaléniens. Donc, toujours faire quand même vérifier qu'il y ait une expertise. Et pareil, quand j'avais fait celui-là au musée d'Arles, on va dire l'équipe du musée d'Arles, les archéologues du musée d'Arles avaient validé des choses, ou fait une remarque des fois sur un point précis à changer. Bien sûr. Philippe, donc tu nous as montré quelques images. Oui, c'est donc ta collection de documentation dans laquelle tu as plongé. Oui, c'est ça. Alors, j'en ai une grosse maintenant, une assez grande... Et encore, on a fait du tri, hein. Oui, on a fait du tri, tendance à en mettre pour trop. pas vous abreuver. On a bien collaboré. Oui, voilà, vous les envoyez à l'époque. Tiens, regarde, j'ai trouvé, on a vu un corps de jeune fille, ou là... les coiffures. Donc chacun trouve quelque chose d'intéressant, il l'envoie à ses petits camarades. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je dois bien avoir quand même 200 ou 300 livres à la maison. Voilà, c'était riche. Donc alors, ça permet quand même de photocopier. Si vous avez envie de réécouter un certain nombre de choses qui se disent là, il y a un excellent film qui est présenté en ouverture donc de l'exposition, réalisé par notre camarade Jacques Madrenne, et où finalement beaucoup de choses qu'on est en train de détailler avec vous ont déjà été dites. Oui. Et tu dis notamment, Philippe, que petit à petit, à force de regarder, voilà, on voit les masques, regarder toute cette matière, vient dans ton esprit une image mentale ou des images mentales de cette période, et à partir de là, tu vas pouvoir dessiner. Oui, c'est vrai. Déjà, elle vient par le texte, parce que c'est vrai, quand on lit des textes, on a toujours un peu notre imaginaire, il fonctionne, et on imagine ce qu'on est en train de lire, on l'imagine en images. D'ailleurs, souvent on est déçu quand on va voir un film au cinéma et qu'on a lu le livre avant, on se dit « Ah, moi je voyais pas comme ça ». Et en fait, c'est ça, c'est notre imaginaire qui a déjà projeté des images mentalement sur ce qu'on est en train de lire. Alors déjà, moi, le texte, il m'aide bien, je visualise à peu près la scène, en fait, et après, toute cette recherche documentaire va venir affiner un peu ça, quoi. Et rajouter un peu de crédit. Une image vague qui est un peu stéréotypée, des fois même, avec tout ce qu'on a... Parce qu'on est beaucoup abreuvé d'images, on en a plein, on en reçoit plein. Et donc, forcément, on fait un peu des simplifications. Et donc voilà, ça me permet tous ces objets, toute cette recherche d'images, que ce soit des objets, l'archéologie, n'importe les vêtements, tout ça, ça me donne des idées pour ma future scène. Et il y en avait pas mal dans ce livre. Michel, toi aussi, tu vis et tu rêves au temps des Gallo-Romains quand tu écris ce roman? Oui, je crois qu'on est dans un univers au moment où on écrit, quoi. On se plonge un petit peu. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Pompéi aussi, où on peut voir vraiment une vie romaine avec les thermopoliums, avec toutes ces choses-là. Oui, donc, c'est ça là, qu'on voit à l'écran. Voilà, on en a un de thermopolium. Alors expliquez-nous, parce qu'effectivement, ça tu le dis très bien dans le film, vous le dites tous les deux, ça vous a plu, là, cette espèce de trou dans le comptoir. C'est ça le thermopolium, qu'est-ce que c'est? En fait, les gens pauvres n'avaient pas le droit de cuisiner chez eux parce que ça risquait de mettre le feu. Donc il n'y avait que les gens très riches qui, dans leur maison, pouvaient cuisiner. Donc les gens pauvres mangeaient dans la rue, dans des sortes de fast-food, comme il y a encore dans certains pays. Il y a encore comme ça on peut manger la soupe au Maroc des fois dans la rue. Hein, ça existe encore dans certains endroits. Donc voilà, ces fameux thermopoliums, c'est l'ancêtre des fast-food. Voilà. Et donc là, tu as repris dans une des planches, Philippe, ce comptoir creusé avec des réservoirs à repas qui tenaient au chaud ce qui avait été préparé. Oui, c'est ça. Là. Alors ça, c'était mon premier crayonné, qui est très sommaire, mais c'est l'image mentale que j'en avais après avoir vu toutes ces images. Et c'est vrai que ces choses m'intriguaient, mais alors mon premier crayonné, il n'était pas très clair. Voilà, ici, ça va mieux. C'est ces trucs-là là, qui étaient là. Il a plongé la main dans le trou pour aller remplir une écuelle. Et moi, je m'étais dit que ça serait important qu'on le voit en action, quoi.
Et tu disais, Michel, qu'il y en a à Pompéi qui sont bien restés indemnes. Bien conservés. Il y a bien conservé. Après aussi, on a aussi beaucoup de choses à Vienne. La grande maison, la grande villa qui est à Vienne, en dessous de Lyon, où on peut voir des latrines, par exemple, voir comment les gens allaient dans les latrines à l'époque gallo-romaine. Donc, c'est bien aussi d'aller sur des sites et d'aller voir un petit peu ce qu'on peut. À Lyon aussi, il y a beaucoup de choses au musée de Lyon. Moi, je suis un assidu des musées. Alors, on a compris que certes, ils imaginent, ils rêvent et ils laissent leur cerveau faire venir des choses qui vont donc se retrouver dans leurs textes et leurs images, Michel et Philippe. Mais il y a quand même un travail de structuration. Monique, est-ce que tu veux revenir? Tout à l'heure, vous avez évoqué, on a fait un travail de découpage, on avait des thématiques, et ça, je pense que tu as joué un rôle clé dans la structuration du livre. Est-ce que tu veux revenir sur comment le livre est né et peut-être comment, ça aussi vous l'expliquez dans le film, il a dû être repensé vu la richesse des doubles pages illustrées par Philippe et le texte de Michel. C'est là que vraiment le travail éditorial rejoint l'artisanat. Parce qu'il y a une idée au départ, il y a une commande, mais en fait, au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, on peut être amené, parfois ça se passe en ligne directe, mais là on a l'exemple d'un livre dans lequel on a cherché, on a travaillé ensemble, on s'est mis autour d'une table en se disant bon là ça va, mais là ça va pas du tout. Alors donc au départ, oui, c'est bien que tu laisses cette double page là. Au départ, la proposition de l'éditrice que je suis était d'avoir des grands visuels avec plein de pages comme ça, avec du texte qui viendrait dans des espaces qui leur seraient dédiés, qui seraient dédiés au texte, et des petits encarts permettant d'aborder des détails, des précisions sur certaines choses qui étaient dites. Et puis bon, là, pourquoi pas, à ce stade-là du travail, rien ne nous a choqué, ça semblait pouvoir se faire, sauf que quand on a commencé à aborder l'étape suivante, voilà, là on s'est dit non, ça va pas pouvoir être. C'était touffu. C'était vraiment absolument impossible. On avait une double page d'illustration qui était sublime, hein, vraiment, ça laissait entrevoir quelque chose qui serait vraiment réussi avec des petites scènes à l'intérieur, des choses au fond, quelque chose de très riche, le texte qui venait s'incruster mais vraiment tant bien que mal, et les vignettes qui se rajoutaient, vraiment ça devenait trop chargé. La décision qui a été prise, c'est moi qui l'ai prise parce que c'est pas l'illustrateur qui va la prendre. Et non, c'est pas l'illustrateur qui prend les décisions. On est tous d'accord. Mais on est arrivé à cette conclusion qu'en fait c'était beaucoup mieux de laisser la grande illustration se déployer en double page et d'attribuer des doubles pages séparément au texte avec des encarts qui viendraient étayer des parties voilà. Je vous la montre en couleur. Donc ça, c'est le même dessin que ce que vous avez sous les yeux. Hein. Pas tout à fait. Alors, si vous faites attention, le jeu des 7 devinettes. Mais là déjà, je pense que c'est visible. Oui. Il y a une inversion, mais tu peux peut-être en parler parce que ça, là aussi, ça nous a semblé évident qu'il fallait faire quelque chose. C'est vrai. On était vraiment, voilà, quand on avait enlevé les encarts et le texte, ça donnait une image comme ça, et on se disait tiens, c'est bizarre, on comprend pas bien, on n'arrive pas bien à la lire. On dirait que c'est séparé, et en fait, tout bêtement, après, hop, on l'a mis à l'envers. Et là, elle tenait bien. Elle tenait déjà mieux, mais il y avait toujours un truc qui gênait là. Ici, là, il y avait ce poteau là qui empêchait la lecture. Et qui était pas intéressant, parce qu'il apportait rien du tout. C'était totalement idiot de mettre un poteau.
Même si sans doute au niveau architecture il y en avait un, mais oui, mais là, voilà, l'avantage de l'illustration, c'est de se passer de la logique architecturale. Ça va s'écrouler. Plus de poteaux, hop, il a disparu et voilà. Et le groupe qui accueillait la visiteuse. Et puis bon, de là, on avait un crayonné qui tenait un peu mieux la route et c'était validé pour la mise en couleur. Et la page d'avant, qui est donc la même légende de la Pax Romana, donc vous avez les petits encarts, les Romains s'installent, une société inégalitaire, etc. Voilà, où il y a les... Voilà, et là on voit bien données, que le texte avait lui aussi besoin de sa place pour se déployer et que cette demande était un peu compliquée à réaliser. Il aurait fallu se contraindre au niveau de l'illustration. Oui, à faire des trucs tout petits. Et ça aurait été dommage vraiment pour le travail que tu étais en train de réaliser, qui laissait entrevoir quelque chose de superbe. Hein. Toutes ces doubles pages qui se déploient sont vraiment extrêmement réussies. Bizarrement, c'est à partir d'une erreur que le livre a trouvé son identité. C'est ça. C'est ça. Une identité très originale, parce que c'est rare qu'il y ait comme ça des livres avec 2 doubles pages chaque fois sans texte, suivi du texte après ou le texte avant. Donc là, vraiment, ça crée une identité graphique qui ne lui appartient qu'à lui. Il y a peu de livres qui ont cette façon avec cette alternative là entre texte et image, et puis des images dans lesquelles on peut plonger, on n'est pas gêné par quoi que ce soit. L'image va donner des informations en premier plan, second plan, au troisième plan, puisque là, on est allé aussi sur cette illustration en particulier, mettre des choses en hauteur sur la coursive, parce que ça, c'était quelque chose qui n'était pas. Oui, sur mes crayonnés de départ, il y en a. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces doubles pages d'illustration, en fait, c'est une illustration du texte. Hein. Il y a de toute façon un aller-retour entre le texte et cette double page qui doit se faire et qui peut se faire. Et ça me rappelle ces grandes images qu'il y avait dans les écoles avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous savez, ces grandes images représentant, je sais pas, Vercingétorix. Comment ça s'appelait? Ça va un nom? Il y avait plusieurs marques. C'est plutôt la marque qu'on retient. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je crois qu'on a retrouvé cet esprit-là où l'enfant allait chercher des points de détail dans le dessin et allait rêver à partir de là, il y a ceux qui sont en train de jouer aux noix, donc jeter des noix comme nous on jette des billes, ou au contraire regarder la scène de ceux qui jouent aux petits chevaux, ou les filles avec la poupée. Voilà. C'est vraiment exactement, on s'en est pas rendu compte, mais Monique, on est très instite en fait. Hein. Oui. C'est l'objet du documentaire, il faut apprendre des choses. Là, c'est de raconter. On a retrouvé quelque chose qui a marqué notre enfance, je crois, avec ces grandes images. C'est pas impossible. Mais moi, ça me faisait penser aux images aussi, quand j'étais plus petit, qui me faisaient rêver. C'était dans la collection de Tout l'univers. L'encyclopédie où j'ai passé des heures à regarder ces images. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi là, que j'ai retrouvé dans ce livre. Le public, comment a-t-il apprécié ce livre? Parce que je crois qu'on peut dire sans hésitation que ça a été un gros succès, puisque tu as dû rééditer plusieurs fois l'ouvrage, Monique. Oui. Et on voit qu'effectivement... Il y a un petit problème. Qui n'est pas un problème, qui est une conséquence, une histoire d'édition. Oui, une histoire d'édition, ouais. Ça, c'est effectivement, on met le doigt sur des problèmes que rencontrent parfois les éditeurs. Alors, le livre, effectivement, a eu son succès, et l'a toujours d'ailleurs, puisque là, on discutait avec Nathalie Defer et le libraire, et ils sont en rupture de leur stock, alors qu'ils avaient fait une grosse commande. Donc, c'est vraiment un livre qui a trouvé son public et qui le trouve toujours. La difficulté, donc nous l'avons réimprimé, et la difficulté que nous avons rencontrée
au moment de la réimpression, c'était malheureusement le moment où tout le monde en a entendu parler, où le papier, le prix du papier a augmenté d'une manière catastrophique, le prix du carton a augmenté aussi. Voilà, je crois après le Covid, au moment où tout le monde commandait des pizzas et des tas d'autres choses chez lui, Michel, le prix du carton a explosé. Les pizzas, mais les colis. Amazon. Les colis, je n'osais pas parler d'Amazon, mais avec les colis. Les confinements, bien sûr. Voilà, et le prix du carton a explosé. Et je crois que tu me disais que toi qui as publié énormément d'ouvrages, tu te trouvais dans une situation où certains de tes livres ne pouvaient pas être réimprimés. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une carence de papier sur le marché. Absolument. Et donc, bien évidemment, les grands éditeurs essayer de mettre la main sur ce papier qui devenait rare, quoi, pour imprimer d'abord les nouveautés, ce qui est normal. Donc, quand on est un éditeur et qu'on a prévu les nouveautés, il faut les imprimer absolument, quitte à laisser de côté les réimpressions de livres, même s'ils marchent bien. Et oui, c'est ça qui est absurde. Parce que ça a été la guerre à un moment donné entre les éditeurs. Ah non, mais ça a été terrible. Pour acheter des stocks de papier. Oui, parce qu'il faut savoir que les gros éditeurs achètent leur papier. Nous travaillons avec un imprimeur qui a son stock de papier. Nous n'achetons pas le papier. Mais les gros éditeurs ont leur propre stock de papier. Oui, ils se sont donc battus. là, on est en 2021, donc 2022, voilà. Par là. Oui, on est en 23 cette année, donc ça devait être en 21, je pense. Et quelle est la solution ? Ce n'était plus possible de réimprimer le livre à l'identique, c'est-à-dire dans ce format-là, avec cette pagination-là. Nous avons donc été amenés à faire un choix. Parce que, pour tout dire, si nous l'avions réimprimé à ce format-là, au lieu de 16 € qui était son prix, il aurait fallu le vendre à peu près à 27 ou 28. C'est ça, c'est qu'en fait... Donc, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas possible et qui aurait fait que le livre n'aurait pas pu vivre, tout simplement. Il n'aurait pas pu vivre. Donc, nous avons été amenés, à changer le format. Le format est plus petit. Et nous avons été amenés à faire un choix à l'intérieur de son contenu et à réduire un petit peu le nombre de pages. Mais le principe des doubles pages est maintenu. Le principe du livre a été maintenu. Les grandes pages sont restées. Les grandes pages illustrées sont restées. On retrouve notre page dont vous savez tout maintenant. Voilà, oui, toute l'histoire. Et bon, je trouve que dans ce format, je crois que c'est toi qui me disais, Michel, que il était très agréable parce qu'on l'a bien en main. Donc c'est un autre livre, mais il est tout, très très honorable. Mais sur des salons, parfois il est arrivé d'avoir les deux, le grand et le petit, au même prix. Oui. Et on voit des personnes qui choisissent le petit, alors que c'est parce que, je sais pas, ils trouvent que ça tient mieux en main, ou, vous voyez, chacun, alors que c'est le même prix. Et moi, j'aurais pris le grand, mais bon. Comme quoi, vous voyez, Je me suis arrêtée sur cette double page parce que cette figure, cette scène de beauté de cette jeune gallo-romaine. Exactement, oui. C'est l'affiche de l'exposition qui a été choisie donc par la directrice du musée Valérie Broussel et par toi, Monique. Est-ce que vous pouvez peut-être, tu peux revenir sur le choix de cette illustration-là ? Oui. Alors au début, la personne qui avait fait la première proposition d'affiche s'était arrêtée sur la couverture et avait proposé de faire une affiche avec la couverture. Et très vite, nous étions autour d'une table, nous étions une douzaine à travailler là pour la préparation de cette exposition. Et très vite, il y a quelqu'un qui a dit non mais on va pas encore avoir des gladiateurs, c'est pas possible. Et on a ouvert le livre pour regarder ce que nous pourrions trouver d'intéressant. Et cette jeune femme qui est très belle, franchement, je crois que c'est la plus belle de toutes les illustrations que tu as faites, Philippe. Elle est superbe. Elle a un côté étrusque un petit peu, je trouve. Il a semblé évident d'abord d'avoir une femme, ensuite d'avoir un sujet
qui soit différent, c'est-à-dire pas forcément mettre en avant les combats, mais plutôt quelque chose d'intimiste, une scène dans laquelle une jeune femme se regarde, elle est peignée, voilà. Il y avait quelque chose d'assez doux aussi. Ça nous a semblé intéressant de s'arrêter sur ce visuel-là, et je crois que nous avons bien fait parce que c'est vraiment une très très jolie affiche. Oui, c'est vrai. Pourtant, un parti. Tu nous racontes, voilà, l'histoire de cette double page. Voilà, c'était mon premier crayonné, ma première image mentale de ce thème. Et on voyait pas trop les objets, on voyait pas trop ici, on voyait ici, c'était bizarre. Enfin bon. Donc j'ai refait un crayonné. Après ça, un peu plus poussé. On voyait pas le visage de la personne qui coiffe notre gallo-romaine. Et ça, c'était un peu bizarre. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, moi. Je me souviens, c'est moi qui oui, qui ai c'est dit vrai, ça. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit, oui, mais on regarde les mains, quoi. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre. Et hop, après l'avoir penché comme ça donnait tout de suite plus de vie. Et elle semble se parler. Et ça l'a fait exister. Oui, voilà. Oui, c'est pas qu'une esclave anonyme à qui on a coupé la tête. Et il y a un troisième personnage en fond. Au fond, oui, qui est en train de finir de s'habiller. On peut supposer que lui, là, c'est le mari. Et alors, la table aussi, peut-être. Oui, la table, en fait, sur je sais pas, sur le premier crayonné, elle était là-bas. Et la ramener ici, ça met en avant tous les objets qu'elle utilisait. Qu'on suppose qu'elle utilisait pour... Il y a du parfum, des bijoux, des choses comme ça. Alors ça, c'était un crayonné. Et hop. Alors, je vous montre également une autre double page. Quelques mots expliqués. Donc, il y a un petit glossaire. Quand vous n'habitez pas Narbonne, vous ne savez pas forcément ce qu'est la Via Domitia ou bien... je pense que nous sommes nombreux à ne pas être forcément très à l'aise quand on nous dit « Oui, un strigile, tu sais ce que c'est ?» Bon, non, pas du tout. Donc, on apprend... C'est une sorte de racloir métallique recourbé. D'ailleurs, il y en a un dans l'exposition qui était utilisé dans les thermes pour s'enlever la sueur, l'huile et la poussière après les exercices. Monique, pourquoi quelques mots expliqués? Pourquoi cette double page? Pour les raisons que tu évoques, c'est-à-dire qu'il y a le livre qui a été élaboré par les auteurs, et puis il y a ce qui va accompagner le livre et qui est présent assez souvent dans les documentaires. Alors quelque chose qui est de l'ordre du lexique, comme tu le dis, et puis ensuite il y a en général soit une frise du temps, enfin voilà, des éléments qui vont venir compléter les informations présentes dans l'ouvrage lui-même. J'ajoute aussi que parfois les enseignants, les animateurs dans les centres de loisirs peuvent avoir vraiment l'usage de ce complément à l'album et permettre du coup des tas d'activités autour du livre. Tu as un autre exemple? Oui. Dans le collier de l'empereur? Ici, par exemple, nous avions fait de la cartographie aussi. Pour situer Arles. Voilà, c'est le genre d'informations qui peuvent trouver leur place à la fin d'un livre en complément lorsqu'on veut aller plus loin. Alors, on arrive à la fin de notre rencontre. Il reste un petit peu de temps pour un échange. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Des commentaires? Ah oui, j'ai une question. Quand vous avez passé la nuit au musée, vous étiez dans le noir ou... Ça intrigue les gens, la nuit au musée. À la lampe de poche. Une partie simplement, parce que on a éteint les lumières à partir d'une certaine heure, mais tout le début où j'étais dans le musée, non, j'étais pas dans le noir. Le musée est resté allumé pour moi, c'était gentil. Après, il a quand même fallu éteindre parce que ça a quand même un coût de laisser allumer un musée toute une nuit quand même. Donc voilà. Mais en grande partie, je pouvais voir sinon c'est la lampe frontale, voilà, qui peut donner. Le regard des statues, ça dégageait quoi pour vous? Bon, c'est quelque chose d'émotionnel, mais je suis pas quelqu'un qui suis,
je n'ai pas de croyance particulière, je suis quelqu'un d'assez rationnel, tu vois. Donc, je pourrais passer la nuit dans un cimetière, ça me changerait pas, tu vois. Je ressens pas des choses de l'ordre qui m'inquiéteraient. Ou bon, après, on est tous différents. Hein. Je sais pas. Non, sincèrement. Je suis allé manger à la prison l'autre jour à Béziers. Vous savez que l'autre prison est devenue un restaurant, hein, à Béziers. Et il y a des gens qui me disent, oh là là, quand même, manger à la prison, il doit y avoir des vibrations, il doit y avoir des... Moi, je ne ressens rien, si ce n'est que c'était très bon à manger. D'autres questions? Oui, madame. Bonjour et merci. Donc, bonjour. Finalement, vous êtes quand même sur une technique assez traditionnelle. Oui, complètement. Oui. D'accord, ce qui devient assez rare. Sachant que, enfin, là, je suis allée il y a pas très longtemps au RAN et donc l'illustrateur nous disait, quand il a expliqué les planches, il disait, bon, moi j'ai ancré et ça a été un gain de temps. Donc, moi, alors là, pour ce genre d'illustration, je suis pas sûr que ce soit un gain de temps. Je pense que je vais plus vite à la peinture que sur tablette. Je pense que déjà, il faudrait que j'apprenne à bien m'en servir. Ce qui demande un petit temps d'adaptation. Mais non, là, c'est vraiment fait sur papier, de manière traditionnelle, oui. Mais c'est agréable, en fait. Moi, j'aime bien le contact du pinceau et du papier. Que ça risque d'être différent à la tablette, quoi. Enfin, je connais les deux, puisque mon crayonné, je le fais à la tablette, justement, pour juste cette pratique. C'est vrai que c'est pratique le numérique pour ça, parce que je peux séparer mes personnages du décor, je peux les déplacer, les réduire, les agrandir, sans tout retravailler, quoi. Aussi. Oui, des couches, des question des couches, tu peux dire ce que c'est, ces histoires de couches, et ce que ça permet, justement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je fais un fond, c'est le décor, c'est ma première couche. Après, je fais un deuxième calque en numérique, en fait. Hein. C'est comme des feuilles qu'on poserait transparentes dessus. Je fais une deuxième couche de décor intermédiaire, et puis après, des personnages. Troisième couche, quatrième couche, le premier plan. Et comme ça, j'ai tout qui est séparé. Et je peux revenir retravailler tout ça après séparément. Bon voilà, c'est un peu long des fois, mais il faut un peu anticiper aussi comment on va découper son image dans la profondeur, en fait. On a la chance d'avoir des originaux aussi après. Oui, oui, c'est vrai que... C'est exactement ce que j'allais dire. On est content que tu reportes sur le papier parce que vous allez les voir ou vous les avez vus dans l'expo. Du livre sont dans l'exposition, mais c'est vrai. Ça pose un problème, en fait, ça, le numérique aujourd'hui. Qu'est-ce qui est l'original, en fait? Est-ce qu'il n'y a plus d'original? C'est dans la machine, en fait. C'est que des impressions qu'on peut avoir après. Je ne sais pas trop. C'est une question à poser. En illustration jeunesse, il y a quand même beaucoup d'illustrateurs qui, comme toi, aboutissent à des originaux, hein, puisque ça permet aussi effectivement des expositions, ça permet une vente, hein, puisque il y a aussi beaucoup d'illustrateurs qui vendent leurs originaux, ce qui leur permet quand même de gagner un peu mieux leur vie, quoi. Hein. Voilà, c'est pas... Et dans vos métiers respectifs, que pensez-vous de l'IAD, puisque c'est quand même la grande question, l'intelligence artificielle, comment vous le vivez? L'intelligence artificielle. La peste noire. C'est une question piège à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. C'est vrai qu'il y a des effets positifs dans l'immédiateté. Si jamais je veux savoir, par exemple, quels ont été les enfants de Jules César en intelligence artificielle, je vais lui poser la question et je vais avoir la réponse immédiate sans avoir besoin d'aller sur Wikipédia, de chercher. Voilà, il y a quand même un effet positif de recherche. Après, bien sûr, à quoi ça va aboutir si des gens travaillent uniquement à l'intelligence artificielle, vous voyez, c'est-à-dire se font écrire le scénario. Parce que vous pouvez très bien, avec ChatGPT, lui dire, voilà, je dois écrire une histoire pour enfants qui va se passer à Rome. Peux-tu me donner un petit résumé, un petit pitch d'une histoire? Vous l'avez à la seconde. Le pitch, je veux dire, c'est-à-dire le petit résumé. Et vous pouvez lui demander, 3 secondes après, écris-moi un autre. Et 3 secondes après, écris-moi un autre. Et 3 secondes après, écris-moi un autre. Et vous allez avoir comme ça 10 pitchs qui ont été inventés, qui sont
banales, c'est assez banal souvent, mais qui peuvent tenir la route. Donc moi, ce que je crains effectivement, c'est que pour les professionnels, par exemple, qui travaillent dans les revues pour enfants, ben il va y avoir de la casse. C'est-à-dire il y a des éditeurs qui vont effectivement préférer parfois faire appel à l'intelligence artificielle. Si vous avez une page documentaire à écrire sur la vie du loup, par exemple, eh ben l'intelligence artificielle va vous la faire en 1 seconde. Donc, si vous êtes éditeur, est-ce que vous allez payer quelqu'un en lui disant, voilà, écris-moi une page documentaire sur le loup et je vais te donner 300 €, ou est-ce que vous allez utiliser la gratuité de quelque chose qui est quand même pas mal foutu, vous voyez? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la casse. D'erreur. Avec tous les risques d'erreur qu'il y a quand même. Oui, mais parce que l'intelligence artificielle, elle est justement tellement artificielle qu'elle réunit des informations sans avoir de vérification. Oui, elle fait appel à une banque de données. Quand on est des professionnels, c'est très facile de vérifier. C'est très facile de vérifier parce que quand on a l'habitude, on vérifie. Moi, je fais des sons et lumières aussi. J'ai fait à Carcassonne, j'ai fait à Béziers, je crois, on a fait à Narbonne aussi. Pour faire des sons et lumières, on utilise aussi parfois de l'intelligence artificielle, vous voyez. Mais parce que en image, on peut lui demander de rajouter un dragon dans l'image et puis on peut le retravailler. Ça va être un outil. Il faut le considérer comme un outil. Comme tous les outils, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Mais de toute façon, on n'y coupera pas. C'est pas on ne reviendra pas en arrière. Il n'y a pas de doute. Philippe. Oui, il faut espérer que ce soit encadré un petit peu, quoi, parce que c'est vrai que c'est un danger pour les métiers des illustrateurs, ce genre de choses aussi. Alors je me dis après, c'est peut-être le consommateur, l'acheteur qui fera la différence. Ouais. C'est comme avec les OGM, on pourrait dire ce livre a été fait sans IA. Oui. Sans IA ajouté. Il y a un éditeur. Alors peut-être qu'on aura quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu là, mais c'est plus grave, je pense, pour les métiers de l'audiovisuel. Tous ces gens qui travaillent dans l'animation, le cinéma d'animation. J'ai entendu l'autre jour le grand directeur de DreamWorks, un gros studio américain, qui disait que dans 5 ans, avec les IA, il réduirait les coûts de production de 90%. Donc ça fait peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont virer 90% de leur personnel. Ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors, restons dans le milieu du livre, Monique. Oui. Réponse que tu ferais sur cette question, l'intelligence artificielle par rapport à l'édition. C'est un mystère et je suis très très réservée par rapport à ça, notamment par rapport au risque d'erreurs qui m'apparaissent inévitables. Alors, on avait commencé cette table ronde sur les métiers du livre, donc effectivement, on va la finir sur ça. Vous avez des métiers qui, pour l'instant, sont différents de ce que nous proposent ces logiciels d'intelligence artificielle, comme vous le disiez, qui ne sont que des logiciels et pas des individus. Peut-être que ce qu'on peut vous proposer, c'est que puisque les livres sont là et qu'on n'est pas extrêmement nombreux, c'est de se retrouver pour des moments d'échange ou de dédicace avec donc Michel Picmal, auteur, Philippe Archer, illustrateur, Monique Subra, éditrice, ou Nathalie Defert, éditrice également et qui a repris la maison d'édition. Et comme ça, vous avez un petit moment un peu plus intime d'échange. Et en tout cas, merci de votre participation. Merci de votre attention. Merci à vous.